L'Ukraine, on en débat tout de suite dans ce sens public. On va notamment parler de la stratégie de Vladimir Poutine, du siège des grandes villes alors qu'un immeuble de Kiev a été bombardé aujourd'hui. Mais d'abord, un bilan du sommet de Versailles et des sanctions supplémentaires que l'Europe peut éventuellement décider avec Norbert Evangelista. Les dirigeants européens, réunis en conseil de crise à Versailles ce week-end, ont fixé un cap, celui d'une Europe souveraine pleinement assumée. Charge à la Commission européenne, cette fois, de passer à l'action pour donner corps à l'objectif des 27. Principal levier à sa disposition, réduire les dépendances de l'Union. En matière d'énergie d'abord, face à une guerre dont nul n'est capable de prédire l'issue et dont les conséquences se font sentir un peu plus chaque jour, l'urgence commande d'agir au plus vite. Nous allons proposer, dans les 15 jours qui viennent, à la demande du Conseil, une réduction très significative de nos dépendances du gaz russe. C'est de passer de 9%, donc à 3% d'ici la fin de l'année. Avec un passage obligé au mois d'octobre pour augmenter très significativement l'ensemble de nos réserves de gaz et qu'elles soient pleines à 90% avant de rentrer dans l'hiver, donc c'est un enjeu majeur, de façon à le faire de façon plus mutualisée. En outre, pour aider les particuliers à faire face à la flambée des prix, le Conseil a voulu mettre à la disposition des États membres une série de mesures, comme celle de taxer les entreprises de l'énergie, premières bénéficiaires de la hausse des prix. Tout ce qui va dans le sens aujourd'hui, je dirais, d'une aide, non seulement pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, pour les secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, va dans le bon sens. Et c'est vrai qu'il semble parfaitement légitime, en tout cas la Commission a estimé que c'était légitime. De taxer plus. Bien sûr, ça fait partie aussi des propositions qui sont à la disposition des États membres et on les incite effectivement à les utiliser. En matière de défense, les 27 ont voulu présenter un allié plus fort au sein de l'OTAN. Dès l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, l'Allemagne et d'autres pays du nord de l'Europe ont aussitôt abondé le budget de leur défense. Le but est maintenant d'étendre cette mesure à l'ensemble de l'Union. On le sait aujourd'hui, beaucoup d'États membres ont enfin annoncé qu'ils allaient passer à 2% de leur produit intérieur brut consacré à la défense, ce qu'à la Commission, en particulier moi-même qui suis le commissaire chargé des industries de défense, demandait depuis longtemps. Donc enfin, ces 2% sont en vue. Ça veut dire par parenthèse que si tout le monde monte à 2%, ce que je pense qu'il va se passer, on va donc investir tous les ans entre 65 et 70 milliards d'euros de plus pour la défense. Alors que la guerre redouble de violence aux portes de l'Europe, l'heure est bien à la mobilisation. Pour preuve, le calendrier des 27 s'accélère. Un conseil exceptionnel de défense prévu au mois de mai devrait donner lieu à d'autres prises de décision. Fin mars, un nouveau sommet confirmera des propositions concrètes en matière d'énergie. Le bilan de ce sommet de Versailles, mais aussi la stratégie de Vladimir Poutine. Voilà les deux thèmes principaux de ce débat avec Pascale Joannin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice générale de la Fondation Schuman. J'accueille également Benjamin Haddad. Bonsoir. Directeur du Centre Europe du Cercle de réflexion Atlantic Council, chercheur en relations internationales, auteur du Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes. C'était chez Grasset. Christian Macarian, bonsoir. Spécialiste des questions internationales, éditorialiste au Point et à Radio Notre-Dame. Mathieu Croissando est toujours à mes côtés. Bonsoir Mathieu. Peut-être un petit bilan de ce sommet de Versailles, Pascale Joannin, pour commencer. Alors le sommet de Versailles, c'était un sommet en effet qui était prévu, qui n'était pas donc fait parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, c'était à l'agenda, sauf qu'au lieu de parler de croissance, d'investissement et essayer de parler d'économie, on a parlé donc économie bien sûr, mais plus dans le terme de comment on résiste aux sanctions et quelles sont des sanctions qu'on développe si on en a besoin. On a vu depuis qu'il y avait des nouvelles sanctions qui avaient été prises. On a parlé bien entendu de défense, puisque, vous l'avez dit dans votre reportage, des États membres qui s'étaient peu engagés en matière de défense ont, je dirais, radicalement d'idées, l'Allemagne ou les pays du Nord. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu de réelles avancées? Alors, il y a eu des annonces très timides parce que, comme vous l'avez peut-être aussi compris, le Conseil européen donne une impulsion, mais ce n'est pas lui qui décide. Alors après, le dernier point, c'est l'énergie. Donc, il y a en effet un certain nombre de choses qui maintenant sont transmises à la Commission. La Commission, dans l'Union européenne, a le monopole de l'initiative. Donc là, elle a reçu une lettre de mission, si je puis dire, de la part des 27, une lettre de mission politique, en disant maintenant, il faut qu'on mette
en place tout ça. Alors, en matière énergétique, en effet, il faut réduire la dépendance. En matière de défense, il faut réduire la dépendance. Alors, non plus vis-à-vis du gaz russe, mais vis-à-vis peut-être des Américains, parce qu'on se rend compte que les Américains, l'Ukraine, c'est loin. Ils ont toujours dit, depuis plusieurs présidents, Trump, Obama, que leur pivot, c'était plus l'Asie que l'Europe. Donc, si jamais nous, on a des intérêts à défendre, est-ce qu'on saura les faire tout seul si eux décident que c'est pas leur intérêt? Et donc, c'est un peu ce bilan. C'est donc, face à la situation, c'est réduire la dépendance et donc prendre des mesures. Donc là, en effet, le commissaire européen Thierry Breton, qui charge de plein de choses à la Commission, a en effet un travail intense à faire dans 15 jours pour essayer de faire en sorte que le Parlement européen et le Conseil puissent prendre des décisions. Oui. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que d'un seul coup, on s'était presque, entre guillemets, j'allais dire habitué, mais à des décisions rapides, unanimes. Et puis là, le rythme européen, manifestement, reprend le dessus. Benjamin Haddad, il y a eu des critiques plus ou moins fortes sur le faste du château de Versailles dans ce contexte. Est-ce que vous les partagez? C'est pas le plus important, mais qu'est-ce que vous en dites de ça? Non, pas du tout. Déjà, je pense que c'est important dans ce genre de sommet que la France joue sur ses atouts, et le château de Versailles, évidemment, en fait partie. Et puis, je crois que c'est des critiques qui sont plus liées au contexte de politique intérieure français très particulier dans lequel évidemment ce sommet de Versailles s'est tenu, plutôt que le sommet de Versailles lui-même. J'ai en tout cas pas du tout entendu ces critiques, par exemple, à l'étranger parmi nos partenaires. Mais je crois que ce sommet a été important effectivement pour lancer quelques chantiers. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement des décisions très rapides sur le court terme qui ont été prises pour soutenir l'Ukraine, donc des paquets de sanctions extrêmement rapides, beaucoup plus rapides par exemple qu'en 2014 et beaucoup plus larges que sur les sanctions sur les oligarques, contre les avoirs de la Banque centrale russe détenus à l'étranger, le déswiftage de quelques banques et aussi les livraisons d'armes à l'Ukraine. Des décisions historiques qui ont été prises par quelques États membres sur les questions de défense, on en parlait là dans le reportage, l'Allemagne, mais aussi la Suède, le Danemark ou encore la Pologne, qui monte à 3% de PIB son budget de défense. Donc ça, je dirais que c'était les chantiers à court terme et le sommet de Versailles a permis, je pense, de lancer après les chantiers à plus long terme, c'est-à-dire plus structurels. Parce que ce qu'on a réussi à faire assez rapidement, par exemple, sur les sanctions, je dirais, c'est vrai que c'est allé vite, mais c'est des décisions sur lesquelles on a assez rapidement réussi à trouver des consensus. Et là, on arrive un peu dans le dur sur les questions d'Europe de la défense, sur les questions de dépendance énergétique. Là, on voit qu'il y a quand même des divisions historiques de l'Union européenne à surmonter. Et c'est là, effectivement, qu'il va falloir impulser des politiques sur le long terme pour réduire à zéro notre dépendance au gaz russe. Effectivement, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. On sait que c'est très important. C'est très important parce que c'est aujourd'hui le trésor de guerre sur lequel s'appuie Vladimir Poutine pour continuer son agression contre les Ukrainiens. Mais c'est très important aussi parce que c'est une question de souveraineté européenne. On sait que l'énergie est utilisée par la Russie, non pas comme un bien sur un marché entre des clients et des fournisseurs, mais comme une arme politique, comme un levier d'influence dans nos démocraties. Donc c'est un enjeu de souveraineté européenne, mais ça veut dire effectivement trouver d'autres fournisseurs, ça veut dire diversifier, ça veut dire investir dans les renouvelables, dans le nucléaire. Tout ça, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ça, c'est un des chantiers. Un autre chantier, c'est effectivement celui de la défense européenne. Il y a des initiatives historiques qui ont été prises au niveau des États membres. Donc c'est vrai que quand on dit qu'on a fait plus en quelques jours qu'en 30 ans, c'est vrai. Mais maintenant, comment est-ce qu'on arrive à coordonner tout cela au niveau européen? Je crois que ça, c'est un des enjeux des prochains mois. Certains parlent par exemple d'un nouveau fonds de résilience. On avait fait un fonds de résilience après le Covid. Et on sait un fonds de relance. Et donc là, on ferait un fonds de résilience qui pourrait peut-être permettre aussi d'investir dans les capacités de défense. Là, il va y avoir un certain nombre de partenaires à convaincre, mais je pense que ça fait partie des chantiers de long terme qui sont lancés par ce sommet. Effectivement, c'est là-dessus que je voulais vous entendre, Christian Macarian, cette question de l'endettement, parce que là, c'est quand même assez dingue, si on prend un peu de recul, le bouleversement que ces 3 semaines, presque 3 semaines de conflit ont pu provoquer, les bouleversements. L'Europe s'était endettée collectivement pour réagir à la crise Covid. C'est possible qu'on ait une seconde phase d'endettement collectif alors que c'était vraiment pas dans l'ADN du fonctionnement de l'Union, quoi. D'après ce que j'ai compris, c'est pas tout à fait le même schéma d'endettement. Là, ce sont les nations qui chacune s'engagent à augmenter la part du budget national consacré à la défense pour atteindre 2% le plus rapidement possible, ce qui au passage était une exigence impérative de M. Donald Trump, parce qu'il avait fait une crise là-dessus, menaçant même de ne plus faire fonctionner l'article 5 de l'OTAN. En tout cas, c'était une lecture... L'article 5, c'est la réciprocité c'est d'intervention. l'assistance mutuelle. Si un État est agressé, tous les autres se portent à son secours. Et autrement
Autrement dit, si cet article n'est pas respecté, il n'y a plus d'alliance. Bon, clairement. Donc Trump a réussi à nous rendre service rétrospectivement, nous Européens, puisqu'on va tous passer à 2%. Monsieur Breton, qu'on a entendu tout à l'heure, dit que la masse des augmentations, si chacune des 27 nations passe à 2%, et certaines, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, la Pologne passe à 3%, parce que c'est le voisin direct de la... On le sait, il y a des États qui sont déjà au-dessus de 3%. La Grèce, par exemple, pour des raisons voisinage turc, qu'on peut comprendre. Bon, ça a été reproché à la Grèce dans sa question d'endettement global. Mais si on additionne tout, M. Breton chiffre ça à 70 milliards. Ça fait tilt immédiatement, parce que 70 milliards de plus, c'est supérieur au budget russe de la défense, qui est de 65-67 milliards. Ça veut dire que le seul surcroît de dépenses des 27 nations, allant jusqu'à 2% de leur budget en dépenses d'armement ou militaire au sens large, le seul surcroît de dépenses dépasserait la totalité du budget de la défense russe. C'est donc pas rien. C'est assez différent du schéma des 750 milliards débloqués pour le Covid qui correspondait à un endettement de la Commission sur les marchés financiers à des taux à l'époque, il faut déjà dire à l'époque, il y a 3 ans, qui étaient ridiculement bas. Donc c'était une bonne affaire, si je puis dire. Là, c'est tout à fait différent. Mais c'est ce qu'a tenté quand même aussi de proposer Paris, à part la hausse des dépenses militaires, d'avoir une forme de plan de résilience contre lequel se sont élevés tout un nombre de pays du Nord qui ont dit Emmanuel Macron va pas arriver tous les 2 jours avec un plan de résilience. Les réflexes sont ressortis. Paris qui est une capitale extraordinairement créative en matière de dette publique. Il faut quand même le dire. Mais on est obligé de revenir sur cette question parce que à cause de la crise Covid, on a mis sous cloche un petit peu des règles européennes parce qu'il y avait en effet une urgence sanitaire. Et donc on a dit volontairement qu'on allait s'abstraire des règles pendant 2 ans, donc jusqu'en 2022. Donc qu'est-ce qu'on fait en 2023 ? Et donc là, en effet, on se rend bien compte que face à la nouvelle crise, différente, c'est pas du tout la même chose, mais l'adaptation des pays européens, pour certains, va être radical. Nous, en France, on est assez, j'allais dire, tant sur l'énergie que sur la défense, on n'est pas dans le flot commun parce que nous avons une dépendance en matière de défense depuis longtemps, nous possédons l'arme nucléaire, nous avons une armée qui peut se déployer, ce qui n'est pas le cas des Allemands, par exemple, ou d'autres grands pays européens. Et en matière énergétique, le choix nucléaire que nous avons fait depuis plusieurs années nous rend moins dépendants du gaz, mais pour d'autres pays, et donc ça va être coûteux, parce que si on fait le gaz, on ne peut pas le transporter, il y a des méthaniers, mais enfin, c'est assez dangereux, mais si on débloque le gazoduc venant de Russie, il va bien falloir reconstruire quelque chose venant d'ailleurs. Et donc là, peut-être, en effet, les fonds de relance qui étaient mis en place pour la transition énergétique vont servir aussi. Et s'il en manque un peu, on pourrait en rajouter pour aider certains qui sont aujourd'hui tributaires du gaz russe à plus de 80%. Ça ne résout pas, cher Pascal, le problème de savoir ce qu'on fait de cet argent. Parce que c'est pas parce qu'on va augmenter les budgets et disposer d'une masse d'argent qui va dépasser, je le répète, la totalité du budget de la défense russe que ça. C'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Que ça nous dit quoi faire ? Quel type d'armée ? Est-ce qu'il faut une armée continentale classique comme l'armée russe qu'on voit sur les images qui est en train de tout détruire ? On n'a aucune envie de revenir en arrière et de reconstruire ce type d'armée. On l'a démantelé. Est-ce qu'il faut une armée de projection avec beaucoup plus de drones, des choses beaucoup plus technologiques ? Est-ce qu'il faut augmenter la part du cyberrenseignement ? Enfin, il y a un schéma des forces qu'il faut réimaginer. Et alors, pour le coup, de grâce, qu'on ne le pense pas nation par nation, mais pour une fois au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire la même stratégie pour tous les pays. Qu'on fasse, au-dessus des défenses nationales des 27 pays, il faudrait un schéma commun, collectif, pour défendre l'Union sur des projets collectif commun. Encore un mot là-dessus, après on parlera d'énergie avec Simon. Oui, ça serait intéressant. Christian Macarian parlait, donc si on a cumulé juste les 70 milliards, ça fait plus que le budget russe. Mais déjà aujourd'hui, quand on cumule tous les budgets de défense européens, on est le 2e acteur militaire mondial après les États-Unis. Est-ce que ça se traduit en capacité opérationnelle ? Est-ce que ça se traduit en capacité à pouvoir conduire des missions ? Non, évidemment, on le voit bien. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de duplications, beaucoup de redondances, et donc être capable et beaucoup d'équipements qui ne sont pas fortement compatibles. Voilà, exactement. Et puis on a chacun nos petits équipements, investir donc il faudrait mettre en commun. Savoir où est-ce qu'on a effectivement des besoins de capacité au niveau européen,
faire en sorte que tout soit interopérable et qu'on puisse après mener des opérations en commun. C'est ça vraiment en fait, qui est absolument fondamental, et c'est pour ça que investir en commun et flécher les investissements dans un sens qui multiplie, je dirais, l'impact pour tout le monde, c'est ça qui va être très important dans les prochaines années. Alors vous avez évoqué la question de l'indépendance énergétique. Steve Jourdain peut nous rejoindre de nouveau sur ce plateau, puisque c'était cette question de l'indépendance énergétique, Steve, au cœur d'une journée particulière au Sénat aujourd'hui. Oui, très particulière, parce qu'une conférence interparlementaire était organisée aujourd'hui donc au Sénat. Elle réunissait des représentants d'une vingtaine de parlements européens. Conférence organisée dans le cadre évidemment de la présidence française de l'Union. Conférence évidemment un peu spéciale qui a commencé par 1 minute de silence en l'honneur des victimes de la guerre en Ukraine. À l'ordre du jour, Thomas, l'autonomie stratégique, la question de notre indépendance vis-à-vis de la Russie. C'est Thierry Breton qui a ouvert la conférence ce matin. On l'a entendu tout à l'heure. Le commissaire européen au marché intérieur a rappelé les engagements pris au sommet de Versailles la semaine dernière. Le gaz russe représente actuellement 9% du total du mix énergétique européen. L'objectif est de le réduire à 3% d'ici à la fin de l'année. C'est pas gagné. Et au cœur de cette conférence, il y a une question dont on parle pour le moment assez peu, celle de notre dépendance à la Russie concernant ce qu'on appelle les métaux rares. Oui, ils sont partout, Thomas, ils sont partout. Ils sont dans votre smartphone, dans votre voiture électrique, dans vos éoliennes. Ils, ou plutôt elles, ce sont donc les terres dites rares. La Chine est le premier producteur mondial, mais la Russie en produit également. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, eh bien, le cours de certains produits a littéralement bondi. La sénatrice Les Républicains, Sophie Primas, met en garde. Écoutez-la. Cette guerre a également fait bondir le cours de 3 métaux en provenance de Russie qui sont indispensables à nos industriels, en particulier dans la fabrication de batteries électriques, l'aluminium, le palladium et le titane. À l'heure où l'Europe entend accélérer en direction de la transition énergétique, cela nous rappelle la vulnérabilité induite par cette transition sur le plan de l'approvisionnement en métaux critiques. Le premier défi est celui de la hausse des prix, car le recours aux métaux rares emporte un risque inflationniste. Cette hausse conjoncturelle pourrait se muer en hausse structurelle à mesure de l'avancée de la transition énergétique. Voilà donc l'une des conséquences imprévues de cette guerre en Ukraine, le retard ou le potentiel retard en matière de transition énergétique. Merci Steve. Il faut rappeler l'importance de développer une filière de récupération des métaux rares ou des terres dites rares avec les 110 millions. Il y a 110 millions de téléphones portables en France qui dorment dans les tiroirs. Et là-dedans, il y a des métaux rares à récupérer. Bref, je sais qu'il y a des entreprises qui s'en occupent. Sur cette question, Benjamin Haddad, de l'indépendance énergétique, alors on l'a déjà dit, on va peut-être pas y passer tout le débat, mais c'est quand même intéressant de dire qu'il y a plusieurs Europes, quoi, très, très, très clairement. Et plus on va à l'Est, plus il y a une dépendance au gaz russe. Bien sûr. Alors, nous, on est beaucoup moins exposés, notamment parce qu'on a fait le choix du nucléaire. On voit les Allemands qui ont fait un autre choix, celui d'abandonner le nucléaire il y a une dizaine d'années, mais aussi avec une forme de connivence de certaines élites politiques allemandes. On se rappelle évidemment du cas de Gerhard Schröder, qui était sur le conseil d'administration de Nord Stream 2. Donc, il y a un choix vraiment politique qui a été fait de se rapprocher avec la Russie que les Allemands paient aujourd'hui. Oui, mais on revisite un peu le bilan d'Angela Merkel quand même. Et aussi du logiciel idéologique des Verts européens et donc un peu des Verts français, mais ça c'est un autre débat. Mais totalement, vous avez raison. Alors sur le bilan d'Angela Merkel, on le voit, il y a eu la décision sur le nucléaire, il y a eu cette lenteur à prendre des décisions aussi sur les questions de défense, puisque Olaf Scholz, en quelques mois, alors évidemment sous la pression des événements, annonce d'augmenter le budget de défense à 2% du PIB, ce qui avait toujours été un sujet de crise entre les États-Unis et l'Allemagne, notamment sous Donald Trump, pas uniquement, mais déjà sous Barack Obama, demandait aux Allemands d'augmenter leur budget de défense. 100 milliards d'investissements en une année aussi pour les Allemands en défense. Donc là, on voit un tournant, peut-être une prise de conscience. Alors sur le nucléaire, je pense que ce ne sera pas le cas, mais effectivement, il y a une nécessité quand même d'investir plus dans les renouvelables et de diversifier les fournisseurs. Et après, il y a d'autres pays d'Europe centrale ou d'Europe du Sud-Est, comme la Bulgarie ou d'autres, qui là, pour des raisons plus géographiques, sont très dépendants vis-à-vis de la Russie. Donc la tâche est longue, je pense que c'est absolument indispensable de le faire. C'est 700 millions d'euros aujourd'hui qui vont par jour à la Russie, ce qui est un butin que le pays utilise aujourd'hui pour financer la guerre. Donc c'est important à la fois pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons stratégiques pour l'Union européenne de se rendre indépendante à terme. Et c'est pour ça d'ailleurs, juste un point à rajouter là-dessus, je crois que l'un des défis aujourd'hui, on sait que l'Europe a réagi très rapidement, qu'il y a une forte mobilisation aujourd'hui des gouvernements comme des sociétés civiles pour soutenir l'Ukraine. Mais évidemment, ce conflit nous amène sur le temps long.
On voit que les Ukrainiens résistent, que Vladimir Poutine a sous-estimé la résistance, que ce conflit peut durer peut-être des mois, qui sait, des années. Et donc la question pour nous, c'est est-ce qu'on sera toujours là dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et que ces mesures, à la fois sur la défense et sur l'indépendance énergétique, sont vraiment suivies d'effets sur le long terme. Christian Macarian, vous vouliez intervenir? Il y a un point absolument essentiel dans tout ce que vous venez d'évoquer, Benjamin, à mon humble avis, c'est qu'on n'a absolument pas compris le fonctionnement du système politique quasi dictatorial, en tout cas extrêmement autoritaire, russe. On a pensé, en Allemagne, mais aussi en France, avec Engie, qui est partie prenante au gazoduc Nord Stream 2, avec beaucoup d'autres sociétés françaises, Thales, qui fournit des systèmes de navigation à certains chasseurs russes, il faut quand même le dire. On a exporté, etc. Parce qu'il y avait un credo derrière tout ça, qui était celui qui est d'ailleurs au fondement de l'Union européenne. Quand on fait du commerce ensemble, on ne se fait plus la guerre. Eh bien, c'est faux. C'est complètement faux. Et ça, c'est absolument tragique et ça remet en cause profondément la construction européenne et ça oblige... Tout la conception allemande qui ne faisant pas pour l'armée et s'était vraiment mis sur le commerce et faisant tout à fait. De cette puissance. Autrement dit, plus on ancrait Poutine avec ses intérêts au système occidental, moins il était susceptible d'être offensif, agressif vis-à-vis de nous. Oui, mais la Russie a arbitré, il y a des siècles, entre ses intérêts économiques et la rigidité du pouvoir. Elle a toujours préféré la raideur du pouvoir à ses intérêts économiques, car ça a toujours été un pays, c'est une constante historique, plus pauvre que la moyenne des autres pays de l'Europe. Il faut quand même le rappeler. Et Poutine n'est pas sorti de cette loi historique. Au contraire, il l'a renforcée. Donc je pense qu'il faut vraiment méditer ça sur les fondements européens et imaginer, on l'a dit, on va le répéter, tant pis, imaginer l'Europe beaucoup plus désormais comme une puissance. Ça veut dire, Christian, que ça pose la question de la présence de Total, par exemple, en Russie ? En tout cas, si on travaille avec eux, il ne faut pas en tirer une conclusion politique. Il faut faire du business. Il n'y a pas de raison que Total n'utilise pas ses capacités technologiques pour travailler avec les Russes, parce qu'il y a quand même d'énormes enjeux, surtout dans le Nord, ce qu'on appelle par extension le pôle Nord. Il y a beaucoup de possibilités. Ça fait travailler l'innovation technologique, etc. Pourquoi pas ? Mais il ne faut pas en tirer des conclusions politique, encore moins stratégique, ce qu'a fait quand même Mme Merkel, qui était de l'Est, qui parlait parfaitement russe. Il faut rappeler aussi que M. Poutine parle parfaitement allemand. Entre eux, ils avaient un confort, en tout cas culturel, qui leur permettait qui a berné, à mon avis, les Allemands, mais nous aussi, les Français, les Italiens beaucoup, parce que l'Italie est un très gros exportateur en Russie. Alors, il ne faut pas confondre les choses. La Russie n'est pas susceptible d'être amadouée avec des intérêts économiques. Alors, la question des sanctions, je vous propose d'en parler rapidement dans ce débat. Et d'abord, en écoutant le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, c'était ce matin sur BFM. Ce qui a été discuté avec nos partenaires du G7 pour avoir le plus d'effets possible, ce sont les nouvelles sanctions, type l'interdiction d'export de biens de luxe qui vont frapper les oligarques, ce n'est pas anecdotique. Très important aussi, le retrait de ce qu'on appelle un peu techniquement les préférences commerciales que la Russie a aujourd'hui en étant membre de l'Organisation mondiale du commerce. Ça veut dire que la Russie bénéficie de certaines facilités pour commercer avec nous, pas de droit de douane sur certains produits, parce qu'elle est membre de l'Organisation mondiale du commerce. Avec les Américains, avec les Britanniques, avec d'autres pays du G7, tous les Européens, nous sommes en train de retirer cet avantage aux Russes. Ça porte sur tout le commerce de la Russie, c'est massif. Nous allons aussi aujourd'hui discuter, sans doute interdire les importations, c'est massif pour les Russes aussi, d'acier et d'aluminium. Mais pour l'instant, évidemment, il y a toujours le commerce qui concerne le gaz et le pétrole. Vous avez donné le chiffre tout à l'heure, Benjamin Haddad, les exportations de matières premières de Russie vers les pays occidentaux, c'est 700 millions de dollars par jour, je dis bien par jour. Pascal Joannin, est-ce qu'on ne touche pas les limites quand même de cette stratégie ? On se pose la question comment arrêter Poutine, évidemment, collectivement, mais est-ce qu'on ne touche pas les limites de la stratégie des sanctions pour l'arrêter ? Alors, les sanctions, on a toujours dit que c'était pas forcément l'alpha et l'oméga de la politique. Sauf que quand vous décidez de ne pas faire une intervention militaire face à une guerre pour pas être belligérant vous-même, vous faites quoi pour essayer de
contenir un pays dont le chef a décidé de rayer de la carte un autre État et dont on ne sait pas s'il s'arrêtera là, puisque à partir de là, il y a d'autres endroits où il peut y avoir des Russes, des pays qui sont pas à la convenance de Monsieur Poutine. Donc voilà. Donc quelle est la réponse qu'on peut faire? Donc on a eu une réponse coordonnée avec les Américains, rapide. Unis en Europe, il n'y a pas eu de gens qui se sont dit non mais moi il y a mes intérêts, machin, etc. Il y a eu une réponse unie, donc on ne peut pas dire que ça n'a pas été à la hauteur. Maintenant, il y a une question sur l'Europe. Oui, mais on parlait du temps long. Il y a une question sur l'Europe qui ne se pose pas pour les États-Unis, qui sont loin géographiquement. C'est la dépendance. La dépendance en matière de défense et la dépendance en matière énergétique. Ça, c'est primordial, parce que ça veut dire que si l'Europe veut être capable d'avoir une puissance, elle l'a déjà sur le droit, sur d'autres choses, mais une vraie puissance, il va falloir qu'elle se réveille peut-être d'une torpeur qu'elle avait depuis l'origine, parce qu'il n'y avait plus de guerre. On avait construit l'Europe en 1950 avec plus jamais ça. On s'est réconcilié avec les Allemands, on s'est réconcilié avec tous les pays avec lesquels on avait fait des guerres au cours des siècles. Il n'y avait plus de guerre, donc la paix, et on n'avait pas vu que peut-être un jour il y avait la défense. Et la défense, tous les pays européens, sauf la France et la Grèce et quelques autres, s'étaient endormis, belle au bois dormant, en disant il n'arrivera jamais plus rien. Et bien voilà, on se réveille aujourd'hui un peu brutalement avec des changements à faire. Et donc là, il va falloir se réveiller pour, en effet, ne plus dépendre des Américains ou d'autres forces pour la défense et de la Russie pour l'énergie. Et bien évidemment, ça va demander du temps parce que, bien entendu, tout ça va se faire du jour au lendemain. Et puis, en effet, la finalité, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour qu'en effet, ça serve à l'Europe le jour où on aura besoin d'en avoir besoin pour défendre les intérêts qui sont les nôtres face à un agresseur qui peut être tiers. Il n'y a pas de... Voilà. Oui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer effectivement déjà ce qui a été fait très rapidement par les Européens et les Américains pour accroître le coût de l'agression de la Russie, à la fois sur le plan économique, on est en train d'isoler le régime économiquement, diplomatiquement, on a quand même sérieusement érodé les marges de manœuvre budgétaires de Vladimir Poutine avec les sanctions sur la Banque centrale, le rouble est en train de s'effondrer, donc tout ça, ça va avoir un impact, ça va prendre du temps, mais clairement il est sous pression. On arme les Ukrainiens avec des pays qui ont rompu des tabous comme la Suède et l'Allemagne sur le sujet, donc ça c'est quand même effectivement assez important. Mais c'est vrai qu'au-delà des mesures à prendre, il faut complètement changer de logiciel intellectuel. C'est le logiciel dans lequel on est depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe en fait. Effectivement, c'est ce que vous avez dit. L'Union européenne est un succès politique extraordinaire pour les pays européens, mais parfois nous prépare mal à affronter en revanche le reste du monde, qui est toujours dans une logique de rapport de force, de rapport de puissance et d'instrumentalisation des intérêts et des liens économiques à des fins de puissance. Ce que disait Christian tout à l'heure, 2 ans avant la Première Guerre mondiale, le plus grand best-seller en Europe, c'est un livre de Norman Angell qui s'appelle La Grande Illusion et qui dit que la guerre est impossible à cause de l'interdépendance économique entre les États européens. Parce qu'il y avait déjà eu une vague de mondialisation au tournant du 19e et du 20e siècle. Il a fallu attendre, je crois, les années 70-80 pour voir un tel taux d'échange international que celui qu'on avait en 1913. Ça n'a évidemment pas empêché la guerre. Et pourtant, on a eu la même illusion dans les années 1990 avec la Russie, vous en avez parlé bien sûr dans les liens entre l'Allemagne et la Russie, mais aussi bien entendu avec la Chine. C'était la fin de l'histoire, c'était l'idée des normes libérales qui allaient s'étendre à travers le monde. Et on a fait rentrer la Chine dans l'OMC. On s'est dit, finalement, il y a un début de libéralisation économique en Chine. Donc forcément, le politique va suivre. Ça va être une libéralisation et une démocratisation politique. Et donc en ancrant la Chine au système économique international, on va la voir s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on voit? Au contraire, un durcissement autoritaire et une utilisation par la Chine de ses liens avec des pays, notamment via les routes de la soie, à des fins de puissance géopolitique. Donc là, alors nous, il ne faut pas forcément qu'on s'inspire totalement du même modèle. On a nos propres valeurs, on a nos normes à défendre, mais il faut qu'on comprenne comment les autres autour de nous fonctionnent et qu'on arrive à s'adapter à les logiques de puissance. Il faut en développer les instruments, ça va prendre du temps, effectivement, vous l'avez dit, sur le plan énergétique comme sur le plan de défense, mais ça demande vraiment là un changement de logiciel. La France, à mon avis, est un peu mieux outillée, un peu mieux armée que certains de ses partenaires comme l'Allemagne, parce qu'on n'a jamais complètement abandonné cette réflexion stratégique, clairement en France, et au contraire, on essaie de pousser depuis quelques années nos pays, nos partenaires à réfléchir, à développer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Un projet de
boussole qui était un petit peu branlant. Enfin, certains disaient, là maintenant, aujourd'hui, tout le monde est avec la France et les autres pays qui la portent, parce que là, en effet, il y a une urgence. Oui. Donc, tout le projet qui était une vraie révolution aussi va faire une première étape dans cette défense. On va parler ensemble de la Chine, justement, parce qu'il y a une rencontre aujourd'hui entre des hauts diplomates chinois et américains qui se déroule à Rome. Le New York Times affirmait que Moscou avait demandé une aide militaire et économique chinoise en réponse aux sanctions occidentales contre la guerre en Ukraine. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dénonce une désinformation de la part des États-Unis. On écoute. Récemment, les États-Unis ont diffusé une série de fausses nouvelles visant la Chine sur la question de l'Ukraine. Avec des intentions malveillantes, la position de la Chine sur la question de l'Ukraine a été claire et cohérente. Nous avons toujours joué un rôle constructif en appelant à la paix et aux négociations. La question la plus urgente à l'heure actuelle est que toutes les parties fassent preuve de retenue, refroidissement de la situation tendue au lieu de jeter de l'huile sur le feu, et favorise une résolution diplomatique au lieu d'aggraver la situation. Alors, je voudrais vous entendre les uns les autres. Des réponses assez courtes parce qu'il reste un peu et je voudrais qu'on évoque aussi la stratégie de Poutine là sur le terrain en ce moment, ce qu'on appelle ce que Jean-Yves Le Drian appelle la guerre de siège dans les grandes villes. Sur la stratégie chinoise, elle est quoi? Partager la Chine? Est-ce que ce conflit peut la servir? Écoutez, jusque-là, la Chine était ciblée par Trump, par Obama d'abord, puis par Trump, puis par Biden. Et là, elle obtient un desserrement de l'étau, puisque l'attention se porte sur la Russie, ce qui était aussi par ailleurs une volonté de Poutine, de revenir dans le jeu et le définir non pas comme un duo entre Washington et Pékin, mais un trio entre Washington, Moscou et Pékin. Donc la Chine, pour le moment, cherche surtout à avoir de l'importance, à mon avis, dans le schéma de sortie de crise. C'est la raison pour laquelle elle va laisser la crise complètement se dérouler. Et si elle est à l'avantage de la Russie, ça ne gênera absolument pas la Chine, qui pensera bien sûr peut-être à Taïwan, etc. Mais pour l'instant, la Chine joue un attentisme assez pervers, pour tout dire, qui risque de nous ménager quelques surprises. Je ne crois pas du tout à cette histoire, je vais être très bref, d'aide demandée par la Russie à la Chine, ne serait-ce que parce que la Russie exportait du matériel en Chine, des Sukhoi 35 par exemple, qui sont des chasseurs assez performants, et ensuite la Russie a arrêté parce qu'elle s'est plainte de l'espionnage industriel effectué par la Chine. Oui. Pascal Joannin, votre avis sur la stratégie chinoise? Peut-être choisir à participer à l'isolement de Poutine ou alors pas du tout? Comment vous l'analysez? Je pense que c'est très factuel et puis je pense que c'est même à double tranchant parce que contrairement à ce qu'on croit, ils ne s'aiment pas, la Chine et la Russie. Ils sont tous les deux dans des optiques d'empire. C'est pas la même civilisation. Poutine déteste les Chinois. Voilà. Alors si en effet, factuellement, momentanément, il peut trouver un partenaire qui, parce qu'il a déjà plein de conflits ailleurs et il a les États-Unis, l'Europe, mais c'est pas deux puissances qui peuvent s'entendre. Et puis il y a un décalage, c'est que il y a une puissance en croissance, j'allais plus dire, et l'autre est plutôt en décroissance, la Russie, avec une population qui est très faible, un vieillissement, une situation sanitaire qui est dans les deux cas peut-être un peu dangereuse. Mais les deux, la seule chose qu'ils aimeraient, si vous voulez, c'est si on pouvait dégommer l'Europe, ce truc qui n'est pas un État, qui n'est pas unitaire. Donc nous, on a par contre à se méfier et des Russes et des Chinois. Et qui portent les valeurs de la démocratie. Voilà, et qui portent les valeurs de la démocratie et de la liberté. Cette rencontre, Benjamin Haddad, entre diplomates chinois et américains à Rome, quel impact ça peut avoir sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Alors c'est intéressant parce que les Américains donc ont fait fuiter dans la presse cette histoire de Russie qui se tourne vers la Chine pour demander des armements. Jusqu'ici, il faut quand même reconnaître que les Américains ne sont plutôt pas trompés en ce qui concerne le renseignement sur l'Ukraine ces dernières semaines. Donc il faut le prendre au sérieux et c'est une façon peut-être pour eux de mettre la pression sur la Chine. On verra si cette information est avérée, on verra si la Chine considérera que c'est dans son intérêt de rentrer d'une certaine façon indirectement dans ce conflit en soutenant militairement la Russie, j'en suis pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est que la Russie s'est mise elle-même dans une relation de dépendance et de vassalité vis-à-vis de la Chine. En choisissant la voie de l'agression, en tournant le dos à l'Europe et même aux États-Unis, parce que
Regardez, l'an dernier, juste après son élection, Joe Biden, quelques mois plus tard, se rend pour son premier déplacement en Europe. Il va voir les Européens, il fait le sommet du G7 et après, il fait un sommet bilatéral avec Vladimir Poutine à Genève pour parler des contrôles d'armement. Donc, la stratégie américaine vis-à-vis de la Russie, sous Biden, c'était plutôt d'essayer, c'est ce qu'ils appelaient d'avoir une relation stable et prévisible pour pouvoir pivoter vers l'Indo-Pacifique et se concentrer sur la rivalité stratégique avec la Chine. Donc, effectivement, pour l'instant, voir les Américains rappeler en Europe est plutôt dans l'intérêt de la Chine, parce qu'on ne parle plus de l'Indo-Pacifique, on ne parle plus de Taïwan, et on voit les Américains un peu distraits, qui doivent même renvoyer des troupes dans les pays de l'OTAN pour faire de la réassurance en Pologne, dans les États baltes ou en Roumanie. Si les tensions augmentent, notamment sur l'économie mondiale, là, ça devient quand même un petit peu plus embarrassant, je pense, pour les décideurs à Beijing. Mais effectivement, c'est la Russie elle-même qui s'est mise dans une relation aujourd'hui de dépendance, de vassalité. Ça fait des années qu'on dit d'ailleurs, Emmanuel Macron et d'autres mettent en garde le dirigeant russe contre cette relation, mais aujourd'hui, il n'a pas d'autre issue, s'il veut par exemple pouvoir échapper aux sanctions, que d'essayer de se tourner vers la Chine. Quelques minutes pour conclure autour de la stratégie de Vladimir Poutine, avec d'abord cette déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pessimiste ce matin, c'était sur France Inter. La Russie et les forces russes sont rentrées dans une logique de guerre que j'ai appelée tout à l'heure la guerre des sièges. C'est ce que l'on voit à Kharkiv, c'est ce que l'on voit à Mariupol, c'est ce qu'on risque de voir à Odessa, et c'est ce qu'on risque de voir à Kiev. Mais cette logique de siège, c'est une grande habitude de la manière dont les Russes font la guerre. On a eu les précédents de Grozny et d'Alep. Nous sommes devant un mur. Une logique de siège qui risque de durer longtemps, si bien que devant cette situation, je pense que le pire est encore devant nous. Logique de siège, effectivement, c'est pas vraiment, Christian Marquin, un changement de stratégie, c'était prévisible, mais dans les premiers jours, on imaginait une guerre éclair. Ce à quoi fait penser cette logique de guerre des sièges, de guerre des villes, c'est quand même qu'on est plutôt dans un plan B, voire dans un plan C, que dans le plan A. À mon avis, c'est que ça ressemble quand même à un constat d'échec de l'opération rêvée par tout militaire, qui est une opération, un blitzkrieg. C'est quand même le rêve de toute académie militaire, c'est le blitzkrieg. Un blitzkrieg qui aurait permis d'arriver à Kiev, etc. Il y a une étape. Tous les jours charrient son lot d'horreurs, de bombardements et ces images absolument insoutenables. Mais on oublie un détail, c'est que dans les premiers jours, quelque chose de très important s'est passé sur un aéroport qui se trouve au nord de Kiev, qui est l'aéroport de Hostomel, ou Gostomel en russe. Là, les Russes devaient prendre cet aéroport qui aurait servi de point de ravitaillement avec un véritable pont aérien tout près de Kiev, et puis l'affaire eût été réglée en quelques jours. Or, cet aéroport a été par surprise repris par les Ukrainiens, puis repris par les Russes, qui en le reprenant l'ont totalement détruit. Donc il est inutilisable. Il est inutilisable. Et à partir de là, on a vu les photos, les images, des files de camions sur une seule voie avec la queue leu de 60 km, les difficultés d'approvisionnement, des soldats qui n'arrivaient plus de nourriture et qui volaient dans les super... Et il y a aussi ce qu'on appelle là Rasputitsa. La Rasputitsa, c'est la boue. C'est le dégel, quoi. C'est la boue. C'est la boue spécifique de la Russie qui dure des semaines et des semaines et qui a une profondeur qu'on ne connaît pas ici en Europe occidentale. C'est-à-dire, ça joue un mauvais tour à deux types. C'est Napoléon et l'autre Hitler. Il faut toujours se souvenir de l'histoire. Oui. Et là, ça y est, il commence à y être. Ça y est, la Rasputitsa commence. De toute façon, on voit clairement que l'opération Ville est une sorte d'opération de second temps, destinée cette fois à terroriser les populations. Et effectivement, le ministre Le Drian a raison, ça rappelle Alep, comme ça rappelle Grozny, mais c'était sûrement pas le rêve du chef d'état-major des forces armées russes, qui s'appelle le général Valéry Gerasimov, c'était sûrement pas son intention initiale. Donc est-ce qu'il faut y voir plus qu'un échec russe? Je ne sais pas. Le Benjamin Haddad, le Pentagone parle de troupes russes qui se sabotent pour ne pas combattre. Est-ce qu'on peut les croire? Oui, il paraît que le moral des troupes russes est très mauvais, d'après ce qu'on en sait. On parle aussi de désertion. Visiblement, les soldats russes ne savaient même pas qu'ils devaient aller combattre. C'est-à-dire qu'ils ont été très surpris. Vladimir Poutine a essayé de cacher en fait cette opération, sauf vraiment à son entourage le plus proche. On leur a dit qu'ils faisaient partie d'un exercice militaire. C'est ce qu'on sait des débriefs des prisonniers de guerre russes aujourd'hui en Ukraine. Et ils ont été stupéfaits. On leur a dit qu'ils devaient combattre la nation sœur, puisque c'était la propagande russe déjà dans les
mois qui ont précédé. On voit aussi qu'ils ont eu des difficultés logistiques, ils ont sous-estimé la résistance des Ukrainiens, ils ont sous-estimé aussi la résilience du président Zelensky. C'est ce que disait Christian Macron, le plan A, visiblement c'était un raid éclair sur Kiev pour essayer de décapiter le leadership politique. On pensait que les militaires ukrainiens allaient peut-être renverser le président, ou qu'il allait fuir, ou que tout ça allait s'effondrer comme un château de cartes. On pensait qu'il allait fuir. En fait, Poutine, et c'est ça qui était assez étonnant, il est manifestement très mal informé, il ne comprend pas l'Ukraine, et c'est aujourd'hui pour ça, malheureusement, qu'on voit une montée en violence contre les civils, qu'a très bien décrit le ministre Le Drian. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Benjamin Haddad, je rappelle le titre de votre livre, Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, publié chez Grasset. Demain